À la une de l'actualité ce soir, un nouveau régime indemnitaire pour le personnel de la police municipale adopté ce mercredi en Conseil des ministres et le début du traitement de l'opération reversement des fonctionnaires dans le cadre de la loi 081. Environ 100 000 agents ont déjà vu leur cas traité. On en parle dans ce journal avec le ministre délégué au budget, Madame Clémence Yaka. Bonsoir Madame et merci de venir répondre à nos questions. Les députés de l'Assemblée nationale reprennent le chemin de l'hémicycle. L'ouverture de la deuxième session parlementaire est intervenue cet après-midi sous le signe de la célébration du centenaire des résistances à la colonisation en territoire voltaïque. Une manière pour la représentation nationale de rendre hommage au peuple burkinabé, toujours combatif pour sa liberté. 4 blessés de l'insurrection au Burkina et un des putsch manqués dont les corps portent toujours les marques de violence perpétrés en octobre 2014 et en septembre 2015 sont arrivés en Tunisie ce mardi soir. Ils vont y recevoir des soins appropriés. Et puis Simon Pérez, l'ancien ministre et l'ancien président israélien est mort. L'état du prix Nobel de la paix s'était aggravé mardi après un accident vasculaire cérébral. Il avait 93 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Un nouveau régime indemnitaire pour le personnel de la police municipale et bientôt les travaux d'entretien pour des routes comme celle reliant Dori à Seba et Yako à Yabo. Ce sont là quelques-unes des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre. Le point est avec Nyarki Teda et Konsoum Koulibaly. La route Dori-Seba, longue de 90 km, et celle reliant Yako à Yabo vont incessamment connaître des travaux d'entretien périodiques. Les appels d'offres irrélatifs ont connu l'approbation du Conseil des ministres. L'exécutif a également permis l'appel d'offres accéléré pour l'acquisition de 25 000 tonnes de céréales pour le stock de sécurité alimentaire et d'intervention au profit de la SONAGES. Le Conseil des ministres a aussi adopté le programme PPP, Partenariat public-privé, axé sur d'importants projets touchant plusieurs secteurs. Il s'agit en fait d'un potentiel de 94 projets repartis donc sur 16 ministères qui doivent pouvoir faire l'objet, lorsque ces projets-là seront portés à maturité, d'un partenariat public-privé. À titre d'exemple, il y a 15 projets au niveau donc, de l'agriculture, 15 au niveau de la santé, 10 projets au niveau de l'eau et de l'assainissement, 9 projets au titre de l'énergie, des mines et des carrières, 8 au titre du projet de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, 6 au titre de l'urbanisme, de l'infrastructure et des ressources animales. Le Conseil des ministres de ces jours s'est aussi penché sur les personnels de la police municipale. Un projet de texte a été adopté pour modifier le régime indemnitaire de ces corps. Il permet également de modifier le décret portant barème de solde de base indiciaire. Et un autre décret qui leur octroie une médaille d'honneur. Le porte-parole du gouvernement s'est aussi prononcé sur les crises qui secouent certains départements ministériels. Le Conseil a écouté un certain nombre de ministres qui ont fait le point des situations dans leur ministère. Le chef de l'État et le Premier ministre ont donné instruction à chaque ministre de trouver des solutions, de gérer les questions. Il n'y a pas que la crise à Donatel, il y a la crise au niveau du Synatic, il y a la crise au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Donc il y a des crises à différents niveaux et chaque ministère a été instruit par le chef de l'État et le Premier ministre de trouver des solutions. Ce sont des questions sectorielles et au ministère donc d'assumer les responsabilités dans ces mouvements-là. Selon toujours le porte-parole du gouvernement, la loi 081 est entrée en vigueur et a touché 100 054 agents avec une incidence financière d'environ 14 milliards de francs CFA. 32 000 agents devront toujours patienter pour voir leur situation régularisée avant la fin de l'année. Justement, le ministre en charge du budget est notre invité, Madame Clémence Yaka. Merci de venir répondre à nos questions à propos de la loi 081. Combien sont-ils exactement de fonctionnaires qui sont concernés par cette situation? Monsieur Kindo, c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de passer sur ce plateau de 20 heures pour parler de cette question que nous estimons en tout cas primordiale pour les fonctionnaires donc, de ce pays. Vous vous rappelez que la loi 081 a été votée en 2015 et que lorsque ce gouvernement est arrivé, nous avons constaté l'absence totale de crédit budgétaire pour prendre en charge les effets financiers donc, de ce reversement.
Et nous avons résolu la question à travers la loi de finances rectificative que nous avons élaborée au mois d'avril 2016, en ouvrant une partie des crédits nécessaires donc, à cette opération. Et le mois de juillet également, nous avons eu l'occasion à travers une loi de finances rectificative d'ouvrir le complément nécessaire. Et donc, c'est cela qui nous a mis à l'aise pour pouvoir donc procéder au reversement qui est en cours actuellement. Et il y a au total 137 391 agents qui sont concernés par le reversement. Et donc, à ce jour, nous avons constaté financièrement le reversement de 104 759 agents. Et cela a commencé au mois d'août 2016 avec le reversement financier, donc la constatation financière pour 4 000 et quelques agents. Et ce mois de septembre, nous avons donc, à travers une opération spéciale que nous avons mis en place avec le ministère de la fonction publique, avec la contribution des DRH de tous les ministères, et nous avons pu, donc à l'issue des travaux, reverser financièrement, constater financièrement le reversement de 100 540 agents pour ce mois de septembre. Oui, Madame le ministre, il faut dire que les fonctionnaires ont commencé à s'impatienter. Pourquoi, comment expliquer ce retard de temps que tout cela a pu prendre? D'accord. Et vous savez, dans mes propos de tout à l'heure, je disais qu'il y avait d'abord la difficulté budgétaire, donc il fallait résoudre, parce que la loi était là, mais bon, reverser les agents aussi sans constatation financière, bon, ce n'est pas ce qui les intéresse le plus, ce n'est pas le papier qui les intéresse, c'est l'argent. Donc il fallait d'abord résoudre cette question donc, des crédits budgétaires. C'est ce que nous nous sommes attelés à faire sur instruction donc, de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, sous la supervision du Premier ministre. C'était vraiment une question fondamentale à résoudre. Et donc, quand nous avons résolu ce problème, et pendant même que nous étions en train de le résoudre, nous avons déjà commencé le processus avec le ministère de la fonction publique et tous les DRH des ministères pour pouvoir préparer les actes. Et cette préparation nécessite beaucoup de travail et c'est l'occasion pour moi de féliciter les équipes techniques donc, de la fonction publique, du ministère des Finances et tous les DRH donc, des ministères qui se sont vraiment donnés à fond pour permettre la constatation financière qui a lieu actuellement. Et nous n'avons pas voulu nous empresser parce qu'on a voulu éviter au maximum les cas d'erreur. Parce qu'une vaste opération de ce genre peut amener toujours des erreurs. Il faut aller doucement et très bien pourvu que ce soit fait. Pour éviter les erreurs. Voilà. Oui, et il reste environ 32 000 Voilà, il agents. reste 32 632 agents à reverser. Et en tout cas, les acteurs sont encore sur le dossier, sont en train de travailler pour qu'au cours du mois d'octobre, nous puissions encore faire le nécessaire et s'il y a des cas résiduels au cours du mois de novembre, pouvoir, en tout cas selon nos projections, achever le processus. Donc vous donnez jusqu'au mois de novembre? Oui, bon, maintenant, vous savez que dans tout processus, il y a toujours quand même des cas résiduels qui peuvent créer des problèmes. On note déjà quelques difficultés de reversement de certains agents dû à un certain manque d'informations. Donc à ce niveau également, les DRH sont à pied d'œuvre pour pouvoir en tout cas résoudre ces questions avec les agents concernés, notamment les questions de notation. Parce que vous savez, le reversement, il faut d'abord mettre à jour la situation administrative de l'agent avant de pouvoir le reverser. Donc, ces mises à jour des situations administratives créent quelques problèmes pour certains agents dont les situations ne peuvent pas être mises à jour par manque d'informations. Ils sont en train de résoudre la question au niveau des différents sectoriels avec les agents concernés. Donc, ça peut être des cas résiduels si les éléments d'information ne sont pas disponibilisés à temps. Et l'opération va coûter 14 milliards.
Non, l'opération ne va pas coûter 14 milliards, l'opération coûte bien plus que ça. L'opération, si vous vous souvenez, nous avions parlé de plus de 30 milliards, donc c'est ce que nous avons en tout cas ouvert dans les deux lois de finances rectificatives. Et les 14 milliards dont vous parlez, et moi-même je dirais 15 milliards et quelques, ce n'est que l'incidence, voilà, c'est ça, voilà, du mois de septembre. Voilà. Merci à vous, Madame Clémence Yaka, d'être venue répondre à nos questions. On espère que d'ici au mois de novembre, le VIM Kwega va totalement tomber pour tout le monde. En tout cas, nous aussi, nous l'espérons, comme je vous l'ai dit. En tout cas, on va s'atteler à cela. Et vraiment, on vous remercie pour l'occasion que vous nous avez donnée donc, de partager cette information qui nous réjouit également parce que nous sommes à l'aise quand nous parlons donc d'avoir résolu ce problème. Merci à vous. Merci. Au palais de Kosiam, le président du Faso reçoit les chefs de canton de Bobo-Dioulasso et de Dédougou. Ils sont à Ouagadougou pour prendre part à la deuxième session parlementaire de l'Assemblée nationale. Solange Guigma. À Kosiam, ce mercredi matin, les chefs de canton de Bobo-Mandara et de Dédougou rendent visite au président du Faso. Avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, les deux chefs sont allés témoigner leur reconnaissance et celle de leur peuple au chef de l'État pour avoir permis de replacer l'histoire du Burkina dans son contexte par la commémoration du centenaire de la première insurrection. Et cette insurrection qui a été l'une des premières luttes de notre peuple à 100 ans aujourd'hui. Et les chefs de canton de Bobo-Dioulasso, de Dédougou, les populations de l'ouest de notre pays ont convenu que commémorer cet événement est une première. Et les chefs ont demandé à venir saluer son Excellence le président du Faso pour cette belle initiative qui replace notre peuple dans son histoire et qui prépare l'avenir de notre nation. Pour magnifier l'événement, l'Assemblée nationale place la deuxième session ordinaire de l'année sous le signe de la première insurrection en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Et cette forte délégation venue de Bobo et de Dédougou est présente à Ouagadougou pour participer à l'ouverture de la dite session. Un reportage signé Nyarkiteda au lieu de Solange Guigma. À présent, on retrouve Solange Guigma toujours au chapitre carnet d'audience du chef de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu le président de l'Assemblée nationale du Bénin et le vice-président de l'Assemblée nationale française. Un séjour au Burkina dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année 2016, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Oukbenji, est venu soumettre au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, un certain nombre de préoccupations en vue de la consolidation de la démocratie en Afrique. Il y a le dossier du Parlement panafricain. Ce dossier a fait l'objet d'un protocole d'accord signé par les chefs d'État. Il faut que 28 États soient signataires du protocole d'État et que les ratifications interviennent. Jusqu'à ce jour, le processus est un peu en panne. Le nombre de 28 n'est pas encore atteint. Donc nous sommes venus sensibiliser le président du FASO sur, disons, la pertinence de faire évoluer la procédure de ratification. Invité également pour assister à la dite session ordinaire, le 5e vice-président de l'Assemblée nationale française, David Habib, traduit ici l'amitié de son pays à l'égard du Burkina. Cette présence témoigne à la fois de l'excellence des rapports que nous avons avec votre pays, avec le Burkina Faso, de l'excellence de la collaboration qui existe entre les deux parlements et en même temps de la qualité des relations personnelles que le président Diallo et le président Barthelone ont su nouer avec le temps. Dans la présence de ces trois pays, les liens forts qui existent entre le Burkina Faso, le Bénin et la France pour affronter un certain nombre de défis. Des défis qui se déclinent entre autres à une harmonisation de la législation pour lutter contre le terrorisme.
Et cet après-midi même, les députés burkinabés sont de retour à l'hémicycle pour la deuxième session ordinaire de l'année. Une session qui sera consacrée, entre autres, à l'examen et à l'adoption du budget de l'État, exercice 2017. Cette session est aussi placée sous le signe de la commémoration du centenaire de la première insurrection populaire intervenue en Haute-Volta entre 1915 et 1916, une manière pour la représentation nationale de rendre hommage au peuple burkinabé qui a toujours su lutter pour sa liberté. Nous vous proposons ici un extrait de l'allocution du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture. Salifou Diallo. Nous commémorons le centenaire de la grande révolte, la boucle de la Volta noire. Actuelle beaucoup du monde par devoir de mémoire et comme un hommage aux actes héroïques de notre peuple. D'une certaine manière, il est loisible de considérer que nous sommes les continuateurs des insurgés de 1916. En ce sens qu'en 2016, nous promettons la liberté, l'émancipation économique et sociale à notre peuple par l'effort soutenu au travail. Je tiens à saluer l'engagement du gouvernement en faveur de la paix sous-régionale, son sens du dialogue avec les composantes de notre société et surtout sa volonté d'émanciper la jeunesse sous le joug de la pauvreté, de la misère et du chômage. Il nous faut rompre avec le sentiment d'impuissance par une posture volontariste et professionnaliste qui emportera, à n'en pas douter, l'adhésion de nos compatriotes. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, en votre nom à tous, redire nos hommages mérités aux peuples qui se sont battus pour notre indépendance, aux honorables chefs de canton de Bobo-Dioulasso et de Dédougou, ici présents, pour représenter tous les sacrifices que notre peuple a consentis pour que naisse alors la Haute-Volta puis le Burkina Faso. Toujours dans l'actualité ce soir, 4 blessés de l'insurrection populaire au Burkina et 1 du putsch manqué dont les corps portent toujours les marques de violence perpétrées en octobre 2014 et en septembre 2015 ont été évacués ce mardi soir vers la Tunisie. Ils vont y recevoir des soins appropriés. Frédéric Etienne Bassenga. Après plusieurs mois d'attente, c'est le soulagement pour ces 5 blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué de 2015. L'attente a été difficile, mais bon, ils ont essayé de nous soigner jusqu'à aujourd'hui, mais bon, comme ça ne va toujours pas, voilà qu'ils ont décidé de nous amener à l'extérieur. Vraiment, nous sommes très fiers qu'ils nous amènent à l'extérieur pour nous soigner. Avec pour la plupart des balles toujours dans le corps, ils embarquent pour la Tunisie pour des soins plus appropriés. Sur la soixantaine de blessés de ces 2 événements, ces 5 cas sont les plus urgents. Nous pouvons dire merci à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo, qui ont pris la mesure de nos doléances et qui ont vite réagi pour évacuer ces 5-là. Donc nous pensons que dans la même lancée, nous allons continuer à nous battre au niveau de nos différentes associations pour que tous ceux qui souffrent, qui sont toujours dans l'attente là, puissent être soignés jusqu'à la guérison totale. Ils sont accompagnés par un médecin burkinabé et séjourneront en Tunisie jusqu'à ce qu'ils recouvrent totalement la santé. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, déterminée à consolider sa gouvernance. Elle met désormais l'accent sur les passations de marchés financiers, la lutte contre la fraude et la corruption. Mais pas seulement. La banque s'attaque également au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Toutes ces priorités sont discutées à Ouagadougou avec les partenaires depuis ce 28 septembre. Explication à Boubacar Sayon. Présenter les nouvelles dispositions prises par la Banque ouest-africaine de développement pour renforcer sa gouvernance, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. La BOAD intervient dans le financement du développement agricole et rural, les télécommunications, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, l'électricité et l'industrie dans les 8 pays de l'UEMOA. Les nouvelles procédures dont s'est dotée l'institution pour la transparence et la traçabilité dans la gestion de ces financements
sont ici exposées à ses partenaires de premier plan. Et ces procédures sont relatives notamment à la passation des marchés dans le cadre de ces opérations, à la promotion de l'éthique, à la prévention et lutte contre la fraude et la corruption, à la prévention et lutte contre le financement du terrorisme. Promouvoir le développement équilibré des États membres et contribuer à l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest, telles sont les principales missions de la BOAD créée en 1973. Pour les 2 premiers trimestres de l'année 2016, la BOAD a financé 132 projets à hauteur de plus de 428 milliards de francs CFA au Burkina Faso et d'autres projets sont en cours de financement. La semaine dernière, la banque a eu à financer 2 projets au Burkina Faso, un dans le secteur privé qui concerne la rénovation de l'hôtel Azalaï et un projet aussi d'aménagement de 5 barrages à l'intérieur du Burkina Faso. La BOAD a injecté au 30 juin 2016 plus de 4112 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets publics et privés en Afrique de l'Ouest. Sur le front social, le syndicat des travailleurs de l'ONATEL, en grève depuis ce 20 septembre, était face à la presse ce 28 septembre. Objectif, expliquer à l'opinion les raisons de leur mécontentement. Ces travailleurs dénoncent l'absence d'un plan stratégique de développement du réseau, des problèmes de logistique, mais aussi les différences de traitement entre les cadres nationaux et étrangers de la boîte. Le syndicat interpelle le gouvernement burkinabé. Draman Dadjan. Du siège central aux différentes agences, les travailleurs de l'Office national des télécommunications ONATEL observent depuis le mardi 20 septembre une grève. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et de traitement depuis la privatisation de l'ONATEL. Une privatisation intervenue en 2006 avec le repreneur Maroc Télécom. Au niveau du développement du réseau fixe et de la qualité du service, aucun investissement n'est fait dans les nouveaux quartiers et de nouvelles localités pour l'expansion des réseaux. Au niveau de la gestion financière, il y a fuite des capitaux à travers la gestion actuelle de l'ONATEL. Face à ces problèmes, le Sinatel appelle le gouvernement à agir pour sauver l'ONATEL. La situation actuelle de l'ONATEL interpelle l'État sur ses responsabilités. L'entreprise est en train d'être vidée de sa substance. La qualité de service se dégrade, les clients souffrent avec les services de l'ONATEL, il n'y a plus d'embauche, les compétences locales sont brimées. Tous ici s'indignent du voyage sans motif du directeur général, laissant derrière lui des travailleurs mécontents. Ils entendent maintenir le mouvement jusqu'à ce que les responsables acceptent de dialoguer pour une sortie de crise. Du reste, le Sinatel se dit conscient de l'impact de cette crise au niveau social et invite la population à la compréhension. Les responsables de la section accidents et communication du commissariat central de police de la ville de Ouagadougou ont tenu une conférence de presse mardi 27 septembre à Ouagadougou. Objectif, faire part d'une communication sur l'intervention de la police sur les axes routiers de la ville. Les animateurs de la conférence ont également donné des éclairages sur la conduite à tenir face aux feux tricolores et d'enseignements pratiques sur les règles de la circulation. Kadissa Logo, Adamagiti. Respecter les codes de la route, un devoir de tout citoyen. Des codes auxquels les usagers ont du mal à se conformer. Selon la police, des multiples infractions sont observées ces derniers temps, notamment celles liées au respect des feux tricolores. Il est dit que le feu orange annonce le feu rouge. Engagé, je passe. Non engagé, je m'arrête. L'usager de la route doit se poser la question à savoir à quel moment il est engagé et à quel moment il n'est pas engagé. Selon les animateurs de la conférence, la police n'a pas pour ambition de perturber la quiétude des citoyens. Le contrôle opéré sur les axes routiers vise à réguler la circulation, mais aussi de détecter des engins volés. Une seule fois, et c'était tard la nuit. Et depuis lors, rien. Les contrôles se poursuivent, mais pas de cette façon.
Ce que les gens ne disent pas, c'est qu'on embarque l'engin pour vérification. Au minimum, 200 agents sont déployés par la police chaque jour dans les carrefours. Au dire du chef de la section accident, l'opération a permis de réduire les accidents de circulation à Ouagadougou. De 918 cas en avril 2016, le chiffre est passé à 786 en juin, soit une réduction de plus de 150 cas. Notons qu'en cas d'infraction, en plus du paiement de la contravention, peut s'ajouter l'annulation du permis de conduire ou une suspension de la conduite. Et puis cette mise au point du directeur général de la police nationale qui dit ceci, il m'est revenu que des voix s'élèvent contre les contrôles menés par la police nationale au motif que certains usagers de la route, détenteurs d'engins appartenant à autrui, sont soumis au paiement d'amende. Le directeur général par le présent communiqué tient à informer la population que l'opération visant à interpeller les usagers non propriétaires de leur engin en réaction à des plaintes de plusieurs personnes spoliées de leur engin ainsi que leurs pièces justificatives était ponctuelle et n'a concerné que la seule nuit du 7 au 8 septembre 2016. Les propriétaires légitimes qui se présenteraient suite à cette opération n'étant soumis au paiement d'aucune amende, sauf si aucune infraction était relevée contre eux. Par conséquent, le directeur général invite les usagers qui auraient été victimes à se référer au chef de service du commissariat concerné pour à toute fin utile et dans les meilleurs délais. Et il donne également des numéros où vous pouvez appeler le 80 00 20 20 pour d'autres renseignements. Plan Burkina et l'Agence coréenne de développement viennent de lancer un projet destiné à prévenir la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Un projet de prévention qui prend en compte les périodes de la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. C'est à l'issue d'une première phase concluante que les deux partenaires ont décidé de cette seconde phase. Moumouni Soubega, Nongbakuda. Offrir un traitement pour les filles victimes de violences et d'injustices et contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au VIH-Sida, c'est l'objectif que s'est fixé Plan Burkina. La phase 2 du projet PTME, prévention de la transmission mère-enfant du VIH, qui vient d'être lancé, sera de ce fait exécutée dans deux régions du Burkina, le centre nord et le centre est. Nous avons trouvé nécessaire de continuer avec le même ministère pour vraiment lutter contre cette pauvreté au Burkina en aidant les femmes et les enfants en âge de procréer. Donc ce serait un dépistage volontaire et gratuit au niveau communautaire avec des appareils mobiles et comment aussi soutenir ces gens qui sont dans cette situation. Pour parachever l'initiative de la phase 1 du projet PTME, lancé en 2010, Plan Burkina revient avec la phase 2. Plan Burkina veut désormais accentuer ses actions sur le développement communautaire pour le bien-être des enfants. Une action conforme aux objectifs du Burkina qui est d'offrir un traitement adéquat à 90% des malades du VIH-Sida à l'horizon 2020. Après 2 ans de pause, le Salon international du tourisme de Ouagadougou reprend du service. L'édition 2016 est prévue s'ouvrir ce 29 septembre. À quelques heures de l'ouverture officielle, les organisateurs rassurent que tout est fin prêt. Outre l'exposition prévue sur le site du CIAO, l'édition 2016 est aussi consacrée aux excursions pour le grand public. Moussa Ouedraogo, Aruna Mare. Dernière réunion préparatoire du CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Tour à tour, chaque commission fait le point de son domaine d'intervention pour le succès de l'événement qui s'ouvre ce 29 septembre. On peut dire que tout est pratiquement prêt pour que le CITO commence comme prévu. Il y a des activités qui ont déjà commencé sur le terrain, notamment le DICTU qui rentre aujourd'hui. On a des délégations qui sont déjà présentes. On a les stands qui sont en train d'être affectés. Donc, vraiment, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on est pratiquement prêt pour le CITO. 6 pays invités, 2 pavillons réservés au CIAO pour abriter la manifestation. Le CITO 2016, c'est aussi 140 stands d'exposition. Et cette 11e édition enregistre quelques innovations. Les stands étaient gratuits pour les pays. On a estimé qu'il faut que le CITO ait une certaine autonomie financière.
dont on a institué des stands payants pour les pays. Ça, c'est l'innovation majeure. L'autre innovation, c'est les stands régions. On a octroyé des stands aux 13 régions qui viennent exposer une potentialité touristique. Il y a également les excursions grand public que nous organisons à partir de demain. Donc, tous les jours, à 7 h, il y aura un quart pour le départ de ceux qui voudront aller visiter les sites touristiques à des coûts promotionnels. Toujours au programme, des rencontres B2B et des ateliers thématiques. Des tours opérateurs canadiens sont attendus à ce rendez-vous de promotion de la destination Burkina Faso. Et puis le Japon organise à Ouagadougou une soirée pour célébrer l'amitié avec le Burkina Faso. Une occasion pour montrer un pan de la culture du pays du soleil levant ici au Faso. L'ambassadeur du Japon au Burkina explique que la soirée a pour but de consolider davantage les relations d'amitié entre le Japon et le Burkina Faso. Explication Christine Koulibaly. Entre pas de danse, chants et démonstrations de l'art culinaire, Japonais et Burkinabés ont donné à voir un spectacle à la hauteur des objectifs que vise cette soirée. Une soirée qui, au-delà de la coopération économique, vise à développer et à renforcer les contacts humains et les échanges culturels entre les peuples burkinabés et japonais. Le Japon qui a séduit ici plus d'un invité à travers l'expression d'un autre pan de sa culture, tels que l'art floral, la cérémonie de thé, la calligraphie et le pliage du papier. On a organisé cette soirée d'échange culturel entre le Japon et le Burkina Faso. C'est parce que tout d'abord connaître la culture de l'autre contribue à la compréhension et le respect mutuel. Par le biais de son ambassade, le Japon exporte et exprime régulièrement sa culture au Burkina Faso à travers certains grands événements tels que le CIAO. Aujourd'hui, à travers la découverte des potentialités culturelles, artistiques, gastronomiques, vestimentaires des deux nations, il y a une meilleure compréhension de la culture du Japon et bien entendu du Burkina Faso. Le Burkina et le Japon ont une culture en commun, la volonté de sauvegarder la diversité culturelle. Mieux, les deux pays ont réaffirmé ici cette volonté de maintenir le cap et de le renforcer. À l'étranger, Shimon Peres, l'ancien président et premier ministre israélien, est mort. L'état du prix Nobel de la paix s'était aggravé mardi après un accident vasculaire cérébral. Il avait 93 ans. La mort de Shimon Peres, l'ancien président israélien, à la une de tous les journaux ce matin. Et de Washington à Paris, la classe politique internationale salue la mémoire de l'ancien prix Nobel de la paix. Pour Barack Obama, Shimon Peres était une de ces personnes qui changent le cours de l'histoire humaine. Une lumière s'est éteinte, mais l'espoir qu'il nous a donné brûlera pour toujours, écrit-il sur Twitter. Bill Clinton, l'ancien président américain, salue la mémoire de celui qu'il appelle « mon ami ». Sa vie était une bénédiction pour tous ceux qui se battent pour la paix. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, évoque le géant politique, quelqu'un qu'il aimait profondément. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, rend quant à elle hommage à un homme de paix, une immense source d'inspiration. Et pour François Hollande, la France perd en Shimon Peres un ami fidèle. Shimon Peres était le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël et l'un des principaux artisans des accords d'Oslo qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne dans les années 90. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mercredi, revue de presse signée Issa Lankwandé. La grève à l'Onatel fait la une des parutions du jour. Les travailleurs nationaux sont en grève depuis le 20 septembre. Ils ont des revendications salariales, mais pas seulement. Ils dénoncent surtout la gestion de l'entreprise, si fait qu'ils plaident pour un audit des 10 ans d'activité, écrit Notre Temps. Nous ne sommes pas en lutte contre les populations, mais pour nous libérer et libérer les Burkinabés, affirme le secrétaire général du Sinatel dans les colonnes du quotidien, tout en dénonçant une fuite de capitaux. Bien que détenteur d'une part non négligeable du capital, l'État n'a aucune possibilité de contrôle des finances de la société, poursuit-il. Le syndicat interpelle alors l'État sur ses responsabilités et affiche aujourd'hui au Faso. En attendant, ce sont les abonnés qui en paient le prix fort, un véritable casse-tête pour les consommateurs et sous-traitants qui ne souhaitent qu'une chose, qu'une solution soit trouvée, écrit Sidoya.
Pas sûr qu'il soit entendu. Pour les travailleurs, le mot d'ordre ne sera levé que lorsque la direction générale sera prête à les écouter, pointe les éditions Le Pays. Des revendications, il en est également question au Centre national de transfusion sanguine. Les agents réclament l'application du décret portant octroi d'une ristourne, mentionne Le Pays. Des revendications tous azimuts qui inspirent l'éditorial de notre temps. Ces mouvements d'humeur ne sont-ils pas que la partie visible d'un impressionnant iceberg? S'interroge le journal. Sinatel, Sincha, Sinatic, ça bouillonne de presque partout sur le front social et c'est le citoyen plus que l'État qui paye cash. Il est temps que le gouvernement prenne à bras le corps les situations dans les secteurs à problème, prévient notre temps. Sinon, il n'est pas exclu que ces mouvements soient justes. Un avis de tempête. C'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Merci de votre attention. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTD. Au revoir.